Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction de l'examen de mathématiques du jury CESS général de la deuxième session de l'année scolaire 2024-2025. Dans cette vidéo, je corrigerai les parties 6 à 10 de l'examen, soit la deuxième moitié de l'examen. Je commence par les probabilités. L'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles dispose de 2 accueils. Emma, qui s'y rend souvent, a noté que l'accueil rue Haute était ouvert 11 fois sur 15, alors que celui de la rue des Faisans était ouvert 7 fois sur 12. Heureusement, il y a toujours au moins un des 2 accueils ouverts. Calculez la probabilité que les 2 accueils soient ouverts en même temps. Le résultat sera donné sous forme de fraction irréductible. Alors le problème dans les questions de probabilité, c'est qu'il n'y a pas toujours une recette de cuisine à appliquer pour tout type de problème. Suivant l'exercice, on résoudra à l'aide d'un arbre, à l'aide de tableaux à 2 entrées, à l'aide d'utilisation de formules. Tout dépend un petit peu de la situation. Alors regardons ce qu'on a ici comme données. Je vais appeler l'événement H que l'accueil de la rue Haute est ouvert et l'événement F que l'accueil de la rue des Faisans est ouvert. On me donne comme information que la probabilité de l'événement H c'est 11 sur 15 puisque l'accueil est ouvert 11 fois sur 15 et la probabilité de l'événement F c'est 7 sur 12 puisque celui de la rue des Faisans est ouvert 7 fois sur 12. Alors ensuite il y a une information qui est extrêmement importante, si on ne l'utilise pas ça n'ira pas, c'est qu'il y a toujours au moins un des 2 accueils ouverts. Ça veut dire que la probabilité de l'union de l'événement H et F, c'est-à-dire soit l'accueil rue Haute est ouvert, soit l'accueil rue des Faisans est ouvert, soit en fait les 2 en même temps, cette probabilité-là est égale à 1 puisque nous avons la certitude qu'au moins un des 2 accueils est toujours ouvert. On me demande en fait la probabilité de l'intersection des 2 événements, c'est-à-dire que les 2 accueils soient ouverts en même temps. Eh bien, pour répondre à cette question, c'est très simple, nous avons la formule théorique suivante qui nous dit que la probabilité de l'union de 2 événements, c'est la probabilité du premier événement plus la probabilité du deuxième moins la probabilité de leur intersection. Et donc en faisant passer ceci à gauche du signe égal et ceci à droite, ça permet de calculer la probabilité de l'intersection de H et F, qui sera donc la probabilité de H plus la probabilité de F moins la probabilité de l'union des 2 événements. Je remplace par les différentes données et je n'ai plus qu'un calcul de fractions à faire. Je vais mettre toutes mes fractions sur un même dénominateur qui sera 60 et j'obtiens comme réponse 19 soixantièmes. Question suivante, toujours des probabilités. Parmi les 90 membres d'un club, 50 jouent au tennis, 45 jouent au football, 30 pratiquent les 2 sports. Réalisez un diagramme de Venn pour représenter cette situation. Le diagramme de Venn, c'est un diagramme d'ensemble. Donc je vais représenter ça de la manière suivante. Un grand ensemble pour tous les membres du club. Dans cet ensemble, il y a ceux qui jouent au tennis. Il y a ceux qui jouent au football et bien évidemment certains jouent aux 2, donc il faut que ces 2 sous-ensembles aient une intersection. Et je vais mettre les différentes données de mon exercice dans ce diagramme en commençant par l'intersection. C'est comme ça qu'on fait le moins d'erreurs. Donc j'ai 30 membres qui pratiquent les 2 sports. J'en ai 50 qui jouent au tennis, mais j'en avais déjà 30 ici, donc forcément j'en ai 20 qui jouent uniquement au tennis. J'ai 45 joueurs de football, sachant qu'il y en a déjà 30 dans l'intersection ici, mais j'en rajoute 15 ici. Ça me donne déjà 65 sportifs qui ont une place dans mon ensemble, sachant qu'il y a 90 membres du club. Je dois encore placer 25 membres dans le club, mais en dehors de ceux qui jouent au tennis et au football. Une fois que ce diagramme est rempli correctement, on peut me poser toutes les questions possibles et imaginables. Toutes les réponses se trouvent ici. Première question, quelle est la probabilité qu'un membre pris au hasard pratique au moins un des 2 sports? Donc au moins un des 2 sports, c'est tous ceux qui se retrouvent ici dans l'union de l'ensemble tennis et de l'ensemble football, c'est-à-dire 65 joueurs sur 65 membres sur 90, donc 13 18e. La probabilité qu'un membre pris au hasard pratique exactement un des sports, donc soit que le tennis, soit que le football, eh bien la probabilité sera donc 35 membres sur 90, donc 7 18e. Et la probabilité qu'un membre pris au hasard ne pratique aucun sport, ce sont les 25 qui sont là, donc 25 sur 90, la probabilité c'est 5 18e. On passe aux lois de probabilité.
Les données disponibles sur la survie des entreprises montrent que les nouvelles entreprises du domaine de l'ORECA ont une probabilité de rester ouvertes après 2 ans de 0,20. Si 10 entreprises ont été créées, quelle est la probabilité d'avoir au moins 4 entreprises en activité après 2 ans? Eh bien, dans ce type d'énoncé, il faut évidemment reconnaître une loi binomiale. Nous avons donc une expérience de Bernoulli qui est donc créer l'entreprise et voir si 2 ans après, elle est encore en activité ou pas. Le succès, donc l'entreprise en activité, est donné par une probabilité de 0,2. L'échec, c'est-à-dire que l'entreprise a fermé après 2 ans, est donné par 0,8. Et nous allons faire 10 fois cette même expérience. Donc, la loi binomiale, vous avez la formule qui est donnée ici pour la probabilité d'une certaine valeur. Dans le cas présent, nous avons une probabilité P de 0,20 et un petit n est égal à 10. Ce qu'on me demande, c'est la probabilité que x soit plus grand ou égal à 4, puisqu'on me demande la probabilité d'avoir au moins 4 entreprises en activité après 2 ans. Donc une probabilité que x soit plus grand ou égal à 4, ça veut dire que je dois prendre la probabilité que x soit égal à 4, plus celle où x est égal à 5, plus où c'est égal à 6, 7, 8, 9 et enfin jusque 10. Ça veut dire que je dois calculer 7 fois cette formule-là. Alors moi je suis un peu paresseuse, je préfère calculer la probabilité que x soit plus grand ou égal à 4 en disant que c'est 1 moins la probabilité que x soit égal à 3, à 2, à 1 et 0. Ça me fait utiliser la formule que 4 fois au lieu de 7, donc ce sera un petit peu plus rapide. Et donc voilà, c'était un petit peu long à faire à la calculatrice, mais une fois qu'on avait compris ça, finalement l'exercice était assez simple. Il n'y a plus qu'à, entre guillemets, calculer. Donc, la probabilité que x soit égal à 3, je vais utiliser cette formule-ci avec les données qui sont là et avec un k égal à 3. Donc ça va me donner ceci. Bien évidemment, le nombre de combinaisons de 3 parmi 10 est donné par cette formule-ci avec les factoriels. Je n'ai qu'à calculer ça à la calculatrice. Ça me donne 0,2013, donc 20,13%. Je vais faire le même calcul, mais avec k est égal à 2, avec k égal à 1 et avec k est égal à 0. Et ensuite, je n'ai plus qu'à soustraire ces pourcentages de 100%, donc pour faire 1 moins ces différentes probabilités-là. Et ça me donne une probabilité de 12,09%. Donc question pas très difficile, mais un petit peu fastidieuse et un petit peu longue en calcul. On passe aux intégrales. Alors, on considère la fonction f de x est égale à x fois e exposant x carré sur 2. Que vaut l'aire grisée comprise entre le segment de droite passant par les points 0, 0, c'est-à-dire ici, et 2 f de 2, et la courbe définie par la fonction f. Donc voilà, ça je pense que c'était la question la plus difficile de l'examen parce qu'elle fait intervenir plusieurs petites compétences. Donc, nous avons ici la courbe représentant la fonction f de x étant donnée ici. Et nous avons ensuite une droite qui passe par le point 0, 0 et le point du graphique de f d'abscisse 2, c'est-à-dire le point qui est là. Donc cette droite, je vais l'appeler g de x. Eh bien, l'aire comprise entre deux courbes est donnée par l'intégrale de la différence des deux fonctions calculée évidemment entre les deux points d'intersection. Donc ici, j'ai les valeurs de x, les abscisses des deux points d'intersection des deux courbes. Donc voilà l'intégrale que je dois calculer. F de x est donné, g de x n'est pas donné. Il s'agit de la droite. Donc il fallait être capable de déterminer l'équation de cette droite. Donc pour connaître l'équation de cette droite, il faut connaître les coordonnées de ce point qui sont 2 f de 2. Donc la première chose à faire, c'était de calculer f de 2, c'est-à-dire la valeur de cette fonction pour x est égal à 2. Donc ici, ça me donnait 2 e carré. Et ensuite, l'équation de cette droite, qui est une droite qui passe par l'origine, donc c'est une droite de la forme y est égal à mx, et bien ce m se calcule grâce à ceci, sachant que x est égal à 2 et y ceci, donc g de x c'est e carré fois x. Donc une fois que j'ai l'expression de g de x, je peux remplacer g de x et f de x par leurs expressions respectives. Et l'intégrale d'une différence peut se faire en faisant la différence des intégrales. Et donc je peux scinder ça en deux calculs d'intégrales différents. La première intégrale de g de x et la deuxième de f
de x. Il n'y a plus qu'à, entre guillemets, à nouveau, calculer ces intégrales. Alors la première, même si elle peut faire peur à cause du e carré qui est là, elle est en fait très simple parce que e carré c'est une constante multiplicative, c'est un nombre. Donc en fait ici je n'ai que l'intégrale de x, c'est-à-dire l'intégrale d'une puissance. Donc je vais utiliser la formule générale ici de l'intégrale d'une puissance de x avec le cas particulier n est égal à 1. Donc je vais obtenir x carré sur 2. X carré sur 2 multiplié bien évidemment par ce e carré. La deuxième intégrale est peut-être un petit peu plus complexe, mais si on regarde de plus près, on observe qu'on a un produit de deux fonctions, qu'il y a une des deux fonctions qui est une composée, donc nous avons la fonction x carré sur 2 qui est en fait à l'intérieur de la fonction e exposant x, donc on a une composée ici de deux fonctions, et l'autre facteur est en fait la dérivée de la fonction qui est ici à l'intérieur de la composée. Et à ce moment-là, on se retrouve dans ce cas particulier où donc on a ici une composée de fonction multipliée par la dérivée de la fonction à l'intérieur de la composée. À ce moment-là, l'intégrale est assez facile à calculer. Il suffit, entre guillemets, de prendre la primitive de f de x. Donc dans mon cas présent, c'est la primitive de l'exponentielle. Et la primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, donc c'est facile, mais il faut les CG de x à l'intérieur de l'exponentielle. Voilà, ceci étant dit, l'intégrale devient assez simple. Ceci est un x carré sur 2 avec un e carré en facteur multiplicatif devant, que je dois calculer entre 0 et 2. Et ici, nous avons simplement l'exponentielle e exposant g de x, donc e exposant x carré sur 2, qu'il faut calculer entre 0 et 2. Donc, je calcule ceci avec x est égal à 2, ça va me faire 2e carré, moins, ceci calculé en 0, ça fait 0, donc e carré fois 2 moins 0. Et donc ici, je vais obtenir quand x vaut 2, e exposant 2, et quand x vaut 0, e exposant 0, c'est-à-dire 1. Je retire mes petites parenthèses en appliquant mes règles de calcul numéral algébrique correctes, et j'obtiens e carré plus 1. Dans cette question, en fait, on donnait un choix de réponses possibles et il fallait donc cocher ici la deuxième solution. Exercice d'intégrale suivant, il fallait calculer deux intégrales qui étaient données. La première, toute simple, il s'agit ici d'un polynôme, donc on peut intégrer terme par terme et donc on a juste une puissance ici. Donc, on va obtenir 2 fois x carré sur 2 plus 5x comme primitive de 2x plus 5 que je dois calculer entre 0 et 3. Donc, je calcule mes deux termes pour x est égal à 3 moins les deux termes pour x est égal à 0, mais ça donnera 0, donc c'est assez facile, et j'obtiens 24. Dernier exercice d'intégrale, je dois intégrer entre 0 et 2 la racine carrée de 4x plus 1. Je me retrouve ici à nouveau avec une composée de fonctions, mais le cas particulier où la fonction qui est à l'intérieur est une fonction du premier degré. Donc j'ai ceci, j'ai donc une composée avec un kx plus p ici à l'intérieur de ma composée. Dans ce cas-là, la primitive devient 1 sur k fois la primitive de f avec kx plus p à l'intérieur. Donc, puisque j'ai une racine carrée peut être considérée comme une puissance, c'est exposant 1/2, je vais donc, pour ma primitive, utiliser la formule générale de puissance. Donc, je peux intégrer ceci en une fois, en faisant ici le 1 sur k qui est là, donc 1 sur 4 puisque c'est 4x plus 1. Et puis, ici, c'est une puissance exposant 1/2, donc n plus 1 sur n plus 1, donc ça va faire un exposant 3/2 sur 3/2 de 4x plus 1. Le tout doit se calculer entre 0 et 2. Donc je peux d'abord éventuellement multiplier ce 1 quart ici, ce 3/2, donc je vais avoir un 12/2 au dénominateur, donc ça va me donner 6. Et puis ceci, eh bien, je calcule une fois avec x est égal à 2. Ça va me faire 8 plus 1, 9. 9 exposant 3/2, donc le demi, ça va prendre la racine de 9, ça va faire 3. Exposant 3, ça fait 27. Donc j'ai 27 sixièmes. Moins, quand x vaut 0, je vais avoir ici que 1 exposant 3/2, c'est-à-dire 1 sixième. Donc j'ai 27 sixièmes moins 1 sixième, ça fait 26 sixièmes. Simplifié, ça fait 13 tiers.
Ensuite, fonction exponentielle et logarithme. On me donne une fonction logarithmique, une composée d'un logarithme et d'un polynôme. On me demande le domaine de définition de la fonction f. Eh bien, la condition d'existence dans une fonction logarithmique, c'est que l'argument du logarithme, c'est-à-dire ceci, doit être strictement positif. Donc la condition d'existence, c'est celle-ci, et répondre à cette question de domaine de définition revient donc simplement à résoudre une inéquation du second degré. Je dois donc étudier le signe de cette expression, je vais chercher les racines en calculant le delta qui me donnera 9, je vais trouver les racines en appliquant la formule, et je fais mon tableau de signes, donc avec mes deux racines de cette expression du second degré, moins 1 demi et 1, et j'applique ma règle de signe correctement. Attention que le coefficient du x carré ici est négatif, donc ça va me donner moins, plus, moins autour des valeurs 0 des racines. Le domaine de définition sera donné par les intervalles de valeurs pour lesquels l'expression est positive. Et donc le domaine de définition sera l'intervalle qui va de moins 1 demi à 1, non compris, puisqu'il faut que l'argument du logarithme soit strictement plus grand que 0. On passe à la dernière partie, qui était la géométrie analytique de l'espace. Dans cette question, on me donne une droite D et un plan alpha. On me donne la droite D avec des équations cartésiennes, donc un système de deux équations, et le plan alpha avec son équation cartésienne, donc une équation du premier degré à trois inconnus x, y, z. On me demande de déterminer des équations paramétriques de la droite D. Alors il y a plusieurs réponses possibles à cette question. C'est pour ça qu'il est écrit déterminer des équations paramétriques et pas déterminer les équations paramétriques. Puisque des équations paramétriques se donnent en général en connaissant un point de la droite et un vecteur directeur. Puisque la droite possède une infinité de points, il y a une infinité de façons de donner des équations paramétriques. Alors, moi, je trouve que la méthode la plus simple, dans ce cas-ci particulier, parce qu'on me donne des équations cartésiennes où x est donné en fonction de z et y est donné en fonction de z, je trouve que le plus simple, c'est de considérer z comme le paramètre. Donc, je vais simplement écrire z égale mu, le paramètre, et puis je vais réécrire ce x et ce y de cette manière-là, mais au lieu d'écrire z, j'écris mu à la place. De cette manière, j'obtiens tout à fait des formes d'équations paramétriques où je vois que x est égal à un nombre plus un certain nombre de fois le paramètre, et donc ces équations paramétriques pouvaient s'écrire en une fois. Si évidemment vous ne voyez pas cette subtilité et que vous voulez écrire des équations paramétriques en partant d'un vecteur directeur et d'un point, eh bien libre à vous de d'abord déterminer deux points de cette droite. Comment déterminer deux points? Vous choisissez une valeur de z, et quand je dis choisir, c'est vraiment choisir. Vous pouvez prendre z est égal à 0, vous calculez le x et le y qui vont avec, vous avez un point. Vous choisissez une autre valeur de z, par exemple z égale 1, vous calculez le x et le y qui vont avec cette valeur z égale 1, vous avez un deuxième point. Deux points, ça vous donne un vecteur. Et donc, en ayant choisi deux points, vous avez au moins un point de la droite et vous avez un vecteur directeur et vous pouvez écrire vos équations paramétriques à partir de là à l'aide de la théorie de l'équation paramétrique. Deuxième question, on vous demandait si le point 2, 9, 4 appartient à la droite. Alors un point appartient à une droite si les coordonnées du point vérifient l'équation de la droite. Donc il n'y a qu'à mettre cette valeur de x2, y9 et z4 dans les équations de la droite et voir si les équations sont vérifiées. Donc, x est égal à 2, z est égal à 4. Est-ce que 2 est égal à 4 moins 2? Oui. Y est égal à 9, z est égal à 4. Est-ce que 9 est égal à 2 fois 4 plus 1? Oui. Si la réponse est oui, c'est que le point appartient à la droite car ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Ensuite, on demandait si le point 1, 2, moins 5 appartient au plan alpha. Même système, le point appartiendra au plan alpha si les coordonnées du point vérifient l'équation du plan. Donc je remplace x par 1, y par 2, z par moins 5. Et je me demande si cette expression-là vaut 1. Et en fait, la réponse est non, puisque 2 fois 1, ça donne 2, 4 fois 2, 8, je suis à 10, plus 2 fois moins 5, moins 10, j'obtiens 0. 0 n'est pas égal à 1. Donc non, le point n'appartient pas au plan, car ses coordonnées ne vérifient pas l'équation du plan.
Ensuite, encore deux questions. On me demandait si le plan alpha était perpendiculaire à la droite D. Alors par facilité, je reprends ici les équations paramétriques que j'avais trouvées pour la droite. Alors pourquoi les équations paramétriques? Parce que grâce à l'équation paramétrique, je vois ici le vecteur directeur de la droite. Donc mon vecteur directeur, ce sont les coefficients du paramètre. Donc le vecteur directeur de ma droite, c'est 1, 2, 1. Le vecteur normal au plan, c'est 2, 4, 2 ici. Donc les coefficients respectifs de x, y et z. Je remarque qu'en fait ces deux vecteurs sont parallèles puisque si vous multipliez les composantes ici toutes par 2, vous obtenez ceci. Donc vous avez que le vecteur normal au plan est parallèle au vecteur directeur de la droite. C'est la preuve que votre droite est perpendiculaire au plan. Ensuite, on demande si le plan alpha est parallèle à la droite D. Ben, évidemment, en connaissant la réponse à la question précédente, cette question est en fait idiote. Enfin, idiote, non pas idiote, mais elle est simple. Vous auriez pu vous tromper ici, alors cette question-là n'était pas idiote, bien évidemment. Mais puisque vous avez trouvé ici que votre droite est perpendiculaire au plan, ben, en aucune façon cette droite pourrait être en même temps parallèle. Et donc ici, moi, je réponds simplement non, étant donné la réponse précédente. Imaginons que vous n'aviez pas trouvé ici que le plan était perpendiculaire à la droite, vous auriez dû vérifier, par exemple ici, que le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal au plan étaient perpendiculaires, par exemple à l'aide du produit scalaire de deux vecteurs, pour montrer que le plan était parallèle ou non. Voilà, ceci termine la correction de cet examen. J'espère que ça vous aide dans votre préparation et que ça vous a apporté des réponses aux questions que vous pouviez avoir. Et je vous souhaite bonne chance dans votre travail. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.